Ma belle-fille m'a laissé dans la rue avec 8 dollars. Une semaine plus tard, elle m'a envoyé un SMS. Arrête de dramatiser. C'était juste une blague. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais utilisé cet argent pour acheter un billet de loterie et que j'avais gagné 62 millions de dollars. Je suis heureux que vous soyez là. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et indiquez la ville d'où vous la regardez, afin que je puisse voir jusqu'où elle s'est répandue. Le trottoir était froid et impitoyable sous mes pieds, tandis que je restais là, regardant la voiture de mon fils disparaître au coin de la rue. 8 dollars. C'est ce que ma belle-fille, Raya, m'avait jeté avant de dire à Brent de partir. 8 billets froissés qui ont atterri à mes pieds, comme si j'étais une sorte de mendiant. Ça devrait te suffire pour rentrer en bus. Dealer, avait-elle dit d'une voix empreinte de cette cruauté particulière qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. La prochaine fois, tu y réfléchiras à 2 fois avant de profiter des autres. Profiter des autres. Ces mots résonnaient dans ma tête, tandis que je me baissais pour ramasser l'argent. Mes genoux arthritiques protestants. J'avais travaillé comme infirmière pendant 37 ans, économisant chaque centime pour aider mon fils à faire ses études. Profiter des autres. Brent n'avait pas dit un mot. Mon propre fils. Le garçon que j'avais élevé seul après que son père nous avait quittés quand il avait 5 ans, était assis là, au volant, le regard fixé, lorsque je le regardais par la vitre côté passager, espérant un signe qu'il allait tenir tête à sa femme. Il finit par parler. Maman, tu es trop sensible. Raya a raison. Tu ne peux pas continuer à compter sur nous pour tout prendre en charge. Cette trahison m'a frappé plus fort que l'air froid du soir. Trop sensible. Comme si 30 ans passaient à prendre soin de lui, à faire des doubles journées pour payer ses études, à garder leurs enfants gratuitement pendant qu'ils partaient en vacances les uns après les autres. C'était être trop sensible. Je me tenais à ce coin de rue désert, dans un quartier que je ne reconnaissais pas, mon sac à main serré contre ma poitrine. Le soleil se couchait et le quartier ne semblait pas être le genre d'endroit où une femme de 65 ans devrait se retrouver seule après la tombée de la nuit. Mais apparemment, cela n'avait aucune importance pour ma famille. La dispute avait éclaté pour une broutille. J'avais demandé si je pouvais rester chez eux quelques jours pendant que mon appartement était désinfecté. Juste 3 jours. Je ne leur demandais pas d'argent. Je ne leur demandais pas de se déranger. Juste un endroit où dormir sur leur canapé. On ne peut pas te laisser perturber notre routine, m'avait répondu Raya, sans même lever les yeux de son téléphone. Les enfants ont l'école. Brent doit travailler. Tu ne ferais que nous gêner. Quand je lui ai fait remarquer que j'avais gardé ces mêmes enfants tous les week-ends depuis 2 ans, que je n'avais jamais refusé de les aider quand ils en avaient besoin. Le visage de Raya s'était déformé. C'est différent. C'est la famille qui aide. La famille. Là, c'est toi qui attends de nous que nous laissions tout tomber pour tes problèmes. Son hypocrisie était stupéfiante. La famille aidait la famille, mais seulement quand cela lui était profitable. Je l'ai élevée toute seule. Ai-je dit doucement en regardant Brent. J'ai travaillé la nuit pour pouvoir être là pour tes matchs, tes événements scolaires. Je n'ai jamais demandé d'aide à personne. Eh bien, tu aurais peut-être dû, a rétorqué Raya. Si tu avais mieux planifié, tu n'aurais peut-être pas besoin de venir nous voir chaque fois que quelque chose ne va pas. C'est alors que Brent a enfin pris la parole pour défendre sa femme. Rhea a raison. Maman, tu es une adulte. Tu devrais être capable de gérer ces choses toi-même. Ces mots m'ont profondément blessée, car ils étaient tellement injustes. Il ne s'agissait pas de moi qui courais vers eux pour demander de l'aide. Il s'agissait de la famille qui était là pour s'entraider. Mais apparemment, j'étais la seule à me souvenir de ce que signifiait la famille. Je me retrouvais seule dans cette rue inconnue, avec 8 dollars en poche, à me demander comment rentrer chez moi. D'après un homme à la station-service, l'arrêt de bus le plus proche était à 3 pâtés de maison, mais les bus ne circulaient plus depuis 1 heure. Un taxi m'aurait coûté au moins 20 dollars. Je n'avais pas cette somme. Je me mis à marcher, les pieds déjà endoloris dans les chaussures confortables que j'avais mises pour ce que je pensais être un dîner en famille.
Chaque pas me rappelait à quel point j'avais été rejetée, comme un vieux meuble dont on avait finalement décidé de se débarrasser. Le magasin de proximité au coin de la rue était le seul endroit encore éclairé. Le vendeur, un jeune homme aux yeux fatigués, leva les yeux lorsque j'entrai. Ça va, madame, on dirait que vous avez pleuré. J'ai touché ma joue, surprise de la trouver humide. Je ne m'étais même pas rendu compte que je pleurais. Ça va. Ai-je menti, comme je mentais depuis des années, en disant que tout allait bien. J'ai juste besoin d'utiliser votre téléphone pour appeler un taxi. Le téléphone est cassé, m'a-t-il répondu d'un ton désolé. Mais il y a une cabine téléphonique dehors. Bien sûr qu'il y en avait une, parce que cette nuit ne pouvait pas être pire. J'ai regardé les 8 $ que j'avais dans la main, sachant que cela ne suffirait pas pour un taxi. La cabine téléphonique coûterait 50 cents, ce qui me laisserait 50 $. Pas assez pour quoi que ce soit d'utile. C'est alors que j'ai vu la machine à loterie. Je n'avais jamais été une joueuse. Je n'avais jamais acheté de tickets à gratter, ni joué au numéro. Mais debout dans ce magasin éclairé par des néons, tenant l'argent que ma belle-fille m'avait jeté comme si j'étais une poubelle. Quelque chose a changé en moi. Cette machine de loterie fonctionne, ai-je demandé au vendeur. Il a hoché la tête. Le tirage du Powerball est ce soir. Le jackpot s'élève à 62 millions de dollars. 62 millions. Le chiffre était si énorme qu'il ne semblait pas réel. J'ai pensé au sac à main de marque de Raya, à la façon dont elle avait redécoré leur cuisine 2 fois au cours de l'année écoulée, alors que je mangeais des sandwichs au beurre de cacahuètes pour le dîner afin de faire durer ma pension de retraite. Je vais prendre un ticket, me suis-je entendu dire. Un ticket au hasard. La machine a ronronné en imprimant mon ticket. 5 $ de moins. Il ne me restait plus que 3 $ et une chance infime. Mais en pliant ce billet et en le glissant dans mon sac à main, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La défiance. Qu'ils me traitent de trop sensible. Qu'ils disent que je suis une profiteuse. J'avais passé toute ma vie à prendre soin des autres, à faire passer leurs besoins avant les miens. Il était peut-être temps que je tente ma chance. Le trajet jusqu'à la maison m'a pris 2 heures. 2 heures de pieds endoloris et de genoux douloureux, à repasser dans ma tête chaque mot cruel, chaque regard dédaigneux. Mais à chaque pas, quelque chose se durcissait en moi. Une détermination que je ne savais pas encore posséder. Lorsque je suis arrivée chez moi, j'avais pris une décision. Que je gagne ou que je perde. Quelque chose devait changer. J'en avais assez d'être leur aide pratique et leur fardeau encombrant. J'en avais assez d'accepter les miettes d'affection de personnes qui auraient dû m'aimer inconditionnellement. J'en avais assez d'être trop sensible au fait d'être traitée comme si je n'avais aucune importance. Parce que peut-être, juste peut-être, j'étais sur le point d'avoir plus d'importance qu'aucun d'entre eux ne pouvait l'imaginer. Au début, je n'ai pas compris les chiffres qui s'affichaient sur l'écran de ma télévision. J'étais à moitié endormie sur mon canapé. Le billet de loterie oublié dans mon sac à main depuis cette horrible nuit, une semaine auparavant. Le tirage n'était qu'un bruit de fond pendant que je buvais ma 3e tasse de thé et essayais d'ignorer le silence de mon téléphone. 7 jours. 7 jours depuis que Brent et Raya m'avaient laissé à ce coin de rue et pas un seul coup de fil. Pas même un SMS pour s'assurer que j'étais bien rentrée. Le silence en disait plus long que n'importe quelle dispute. Les numéros gagnants du Powerball de ce soir sont le 7, le 14, le 21, le 35. Le quadricept est le numéro Powerball 9. J'ai failli ne pas vérifier. À quoi bon? Mais quelque chose m'a poussé à prendre mon sac à main, peut-être juste pour occuper mes mains, plutôt que de les ronger d'inquiétude. Le ticket était froissé, coincé entre mes clés et mon portefeuille. Je l'ai lissé, plissant les yeux pour distinguer les petits chiffres à la lumière de la lampe. 7, 40, 21, 35, 47 et le numéro Powerball 9. Mes mains ont commencé à trembler avant que mon cerveau n'ait complètement assimilé ce que je voyais. J'ai vérifié encore, puis encore. J'ai alors augmenté le volume de la télévision, attendant qu'il répète les numéros, certaine d'avoir fait une erreur. Mais ils étaient bien là.
Les mêmes numéros imprimés sur mon ticket froissé de 5 $. 62 millions de dollars. Je posais le ticket avec précaution, comme s'il risquait de se désintégrer si je le manipulais trop brutalement. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. Cela ne pouvait pas être vrai. Ce genre de choses n'arrivait pas à des femmes comme moi, des femmes abandonnées au coin d'une rue par leur propre famille. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis restée assise à la table de ma cuisine, à fixer ce billet et à essayer de comprendre ce que cela signifiait. Le lendemain matin, j'étais moi-même stupéfaite de la conclusion à laquelle j'étais arrivée. J'avais l'intention de garder cela secret. Pas pour l'instant. La première épreuve arriva plus vite que prévu. Alors que je préparais mon café, mon téléphone vibra. Mon estomac s'est noué dès que j'ai vu le nom de Raya s'afficher à l'écran. Avant même d'ouvrir le message, j'avais le sentiment qu'il ne s'agissait pas d'excuses. Arrête de dramatiser. Dealer, c'était juste une blague. Tu réagis comme si on avait commis un crime. Brent se sent mal à propos de l'autre soir. On pourrait peut-être dîner ensemble ce week-end si tu promets de ne pas en faire toute une histoire. Une blague. Rien de plus. On aurait dit qu'elle riait quand elle m'avait laissé dans un quartier louche avec seulement 8 $ en poche. Elle me proposait maintenant gentiment de me réintégrer dans leur vie, à condition que je fasse comme si rien ne s'était passé. Mon café refroidit pendant que je fixais ce message qui me semblait interminable. Une semaine plus tôt, j'aurais sauté sur l'occasion de me rattraper. J'aurais mis ma douleur de côté et souri, reconnaissant du peu de compassion qu'il me témoignait. Mais c'était du passé. J'avais rédigé une réponse brève avant de comprendre ce que je sais maintenant. J'ai beaucoup à faire ce week-end, m'a-t-elle répondu sans détour. Sa brutalité désinvolte m'a coupé le souffle. Occupé à quoi? Tu ne fais jamais rien, ai-je rétorqué. Ton inactivité est stupéfiante. Comme si l'idée que je puisse être occupée était ridicule, puisque ma vie n'avait ni but ni sens. Après avoir posé mon téléphone, je me suis habillée. Il y avait des choses à faire, et elles étaient essentielles. Le bureau de loterie n'a pas répondu à mes attentes. J'avais imaginé quelque chose de monumental. Du Solennal, c'était plutôt un immeuble délabré du centre-ville, avec des néons et des tapis poussiéreux, d'après son badge. La dame qui travaillait derrière le comptoir s'appelait Sarah. Elle avait un sourire doux et des yeux compatissants. Je lui ai remis mon ticket avec nervosité et elle m'a demandé: C'est la première fois que vous gagnez? Mes doigts tremblaient. C'est la toute première fois que je joue, ai-je avoué. Après avoir vérifié le billet, elle a souri. Eh bien, félicitations, Madame Rivers. Vous avez gagné 62 millions de dollars, même maintenant. Ces mots me semblaient irréels. J'avais l'impression d'assister à la vie d'une autre personne, tandis qu'elle m'expliquait les différentes options qui s'offraient à moi. Somme forfaitaire ou versement échelonné. Impôts et obligations légales. Prenez votre temps pour vous décider, m'a dit Sarah, alors que je repensais au SMS de Raya et à son indifférence cruelle face à ma souffrance. Elle m'a conseillé de consulter un comptable et un avocat avant de prendre toute décision importante. Elle m'a également recommandé de faire attention à qui je parlais de ma situation financière, car cela pouvait modifier les relations de manière imprévisible. Les relations sont façonnées par les questions financières. Les miennes avaient déjà changé, mais elle n'en avait aucune idée. Après cela, les choses ont commencé à devenir étranges, même si je continuais à vaquer à mes occupations habituelles, comme faire les courses, la lessive et aller à la bibliothèque une fois par semaine. J'avais l'impression d'être un spectateur extérieur, devant les steaks hors de prix que je n'avais jamais pu m'offrir. Je me suis rendu compte que je pouvais acheter tout le rayon viande du supermarché si je le voulais. Cela dit, j'ai fait mes courses habituelles, des cuisses de poulet et du pain de la veille. Il est difficile de rompre avec les habitudes bien établies. Judy, nous avons passé notre deuxième examen. Alors que j'étais assise près de la fenêtre en train de lire, Brent m'a appelé. Salut, maman, m'a-t-il dit avec prudence et regret. Écoutez, à propos de l'autre soir. Ria se sent mal à propos de la façon dont les choses se sont passées. Ria est malheureuse. Ria et moi, toute seule, comme je refusais de répondre. Il a ajouté:
Elle était juste stressée. Tu sais comment elle est quand elle organise quelque chose. Les enfants avaient une activité scolaire ce week-end et elle était débordée. Souvent, une justification. Il y avait toujours une explication pour justifier ses actions et rendre mes émotions insignifiantes. Bref, a-t-il dit. On se demandait si tu pouvais garder les enfants samedi soir. On a des billets pour ce nouveau spectacle en ville et notre babysitter habituel a annulé. Voilà. Le véritable but de son appel, c'était plus par nécessité que par envie de s'excuser ou parce que je lui manquais. Je pouvais simplement répondre: Je ne peux pas. Comment ça? Tu ne peux pas. Tu n'as jamais rien à faire le samedi soir. Tu ne fais jamais rien. Il ne t'arrive jamais rien. Des suppositions ignorantes sur mon existence insignifiante. J'ai répondu: Je suis occupée. Encore une fois. Occupée à faire quoi? A-t-il demandé d'un ton agacé. Maman, on a vraiment besoin de toi. Les billets coûtent 300 $. C'est beaucoup d'argent pour une soirée en ville. Mais 20 $ ne m'auraient pas suffi pour rentrer chez moi en toute sécurité. Leurs priorités étaient faciles à deviner. Après lui avoir dit de trouver une autre babysitter, j'ai raccroché. Peu après, mon téléphone a sonné. D'un autre côté, je l'ai mis en mode silencieux et je me suis assise dans mon appartement, appréciant le calme, étonnée du soulagement que m'avait procuré le simple fait de refuser. Ce week-end-là, au lieu de garder mes petits-enfants pendant que leurs parents passaient une soirée à 300 $, j'ai rencontré un avocat réputé au bureau de la loterie. C'est Sarah qui me l'avait recommandé. Dans son bureau, on pouvait voir des boiseries authentiques et des fauteuils en cuir non rembourrés. Après que je lui ai expliqué ma situation, il m'a dit: Vous devez garder cela secret pour l'instant. C'est intelligent. Cela vous laisse le temps de prendre les bonnes décisions avant que la pression ne commence. Quel genre de pression? Il s'est assis et m'a regardé. Vous seriez surpris de voir à quelle vitesse les dynamiques familiales changent lorsque l'argent entre en jeu. Des gens qui ne vous ont jamais accordé la moindre attention se souviennent soudainement à quel point ils vous aiment. Le message de Raya et Brent, qui s'attendaient à ce que j'abandonne toutes mes responsabilités pour garder les enfants, me trottait dans la tête. Ils ne m'aimaient plus. Je me demandais comment ils réagiraient s'ils savaient pour l'argent. Était-ce de l'amour ou simplement une version plus dramatique de leur attitude habituelle? Je lui ai expliqué. Avant que quelqu'un ne soit au courant, je veux mettre certaines choses en place. Je veux être préparé. Il a souri. En quittant son bureau cet après-midi-là, mon téléphone a bipé pour m'indiquer que j'avais reçu un autre message de Raya. C'est la chose la plus intelligente que j'ai entendue de la part d'un gagnant de loterie en 20 ans. En lisant ce message, je ne pouvais m'empêcher de penser aux 62 millions de dollars qui m'attendaient et à toutes les années de tristesse qui avaient précédé. Vraiment, Della, tu ne pouvais même pas nous aider pour une soirée. Brent est tellement déçu de toi en ce moment. Ils allaient découvrir à leurs dépens ce qu'était la déception, même s'ils n'en avaient pas la moindre idée. Une mardi matin, j'ai ressenti une forte douleur inattendue dans la poitrine qui m'a fait lâcher ma tasse de café. Les morceaux de poterie et le liquide trouble qui se sont répandus sur le sol de la cuisine m'ont rappelé depuis combien de temps j'avais négligé de réparer le linoléum. Je ressentis une autre douleur aiguë dans la poitrine en me baissant pour nettoyer les débris. Cette fois, c'était sérieux. Mon corps cédait enfin à la tension des dernières semaines, aux nuits passées à m'inquiéter pour mon avenir et au poids d'un secret aussi lourd à porter. 3 heures plus tard. Cependant, alors que j'étais assise aux urgences, et que je regardais les infirmières vaquer à leurs tâches avec une précision routinière, une idée commença à prendre forme. Un plan horrible, mais indispensable. Non seulement je m'étais habituée à la brutalité désinvolte de ma famille, mais je voulais aussi voir comment ils réagiraient si je me trouvais dans une situation de crise réelle. Si j'avais peur, si j'étais sans défense, et si je ne pouvais rien leur offrir en retour. La jeune médecin était très méticuleuse, ce qui était réconfortant car elle me rappelait moi-même il y a 30 ans. Après avoir effectué des examens, elle a conclu que c'était lié au stress. Votre cœur va bien.
Mais votre tension artérielle est élevée. Avez-vous subi des pressions inhabituelles ces derniers temps? J'ai failli éclater de rire. Du stress. Vraiment. Si seulement elle savait. Au cours des prochaines semaines, je veux que vous vous détendiez. A-t-elle poursuivi. Réduisez votre stress autant que possible. Avez-vous des proches qui pourraient vous aider? M'a-t-elle demandé. N'est-ce pas? Mes mains tremblaient quelque peu après ce qui s'était passé plus tôt dans la journée. Alors j'ai contacté Brent depuis le parking de l'hôpital. Il a dit Maman. Mais il semblait préoccupé et probablement en train de travailler. Quand il m'a demandé Qu'est-ce qui se passe? J'ai répondu Je suis à l'hôpital, sans masquer le tremblement de ma voix. J'ai craint que le téléphone ait été coupé, car il y a eu un long silence après qu'elle ait dit J'ai eu des douleurs à la poitrine ce matin. Son ton était plus irrité qu'inquiété lorsqu'il a finalement demandé Tu vas bien? Comme si je l'avais interrompu dans quelque chose d'important. Le médecin dit que c'est lié au stress, mais il veut que je me repose pendant un certain temps. J'espérais pouvoir passer un peu de temps avec toi et Raya avant. Maman, ce n'est pas le bon moment. Ces mots sortirent rapidement, comme s'il s'était entraîné pour cette dispute. Ria a une présentation importante au travail et les enfants ont leurs examens finaux. C'est le chaos à la maison en ce moment. Je ne te dérangerai pas, murmura Ija. Je pourrais m'occuper des enfants, peut-être cuisiner. Non, ce n'est pas une question d'aide. C'est juste que tu sais comment tu es quand tu es stressée. Tu es anxieuse et en demande. On ne peut pas gérer ça en plus de tout le reste en ce moment. En demande et nerveuse. Quand j'étais blessée et terrifiée, ma fille me voyait exactement comme ça. J'étais une nuisance, pas une mère qui avait donné sa vie pour son fils. Et si j'ai besoin d'aide, demandai-je. Et si quelque chose arrive, lui demandai-je. Tout ira bien, m'assura-t-il avec l'assurance inébranlable de quelqu'un qui n'a jamais été confronté à quelque chose de vraiment terrifiant dans la solitude. Tu es forte. Tu t'en sors toujours. Travailleuse. Pour qu'il n'ait pas à s'inquiéter pour moi. J'étais ferme quand il voulait que je le sois. Malheureusement, mon anxiété et mon besoin d'affection ont refait surface au moment où j'avais le plus besoin de leur force. La communication a été coupée et je suis restée assise dans ma voiture, le goût amer de la trahison dans la bouche, en pensant « Je dois y aller. Maman, j'ai un rendez-vous dans 5 minutes. » Plus tard dans la soirée, j'ai rappelé 7 fois. C'est Raya qui a répondu « Oh, Della, Brent m'a raconté ton petit incident d'aujourd'hui. Une fausse pitié, bien plus désagréable que la simple animosité, transparaissait dans sa voix. Tu sais, ma mère a eu la même chose il y a quelques années, des douleurs thoraciques liées au stress. Le médecin lui a dit que tout était dans sa tête. Elle n'avait aucune idée de ce que je vivais, comme si mon angoisse et ma terreur n'étaient que des rêves. Le problème, c'est que tu dois vraiment apprendre à mieux gérer ton anxiété, a déclaré Raya. Un thérapeute pourrait être une bonne alternative pour toi, et il existe plusieurs options intéressantes et peu coûteuses pour les personnes âgées. Elle avait déjà commencé à me classer, me considérant comme un problème lié à l'âge qui nécessitait une attention particulière. Je déteste le ton de ma voix. Mais j'espérais pouvoir rester avec vous quelques jours. Ai-je réussi à murmurer? Juste le temps de me sentir plus stable. Oh, ma chérie, j'aimerais pouvoir t'aider. Mais notre chambre d'amis sert actuellement de bureau à Brent. Et honnêtement, avec tes problèmes de santé, ne serais-tu pas plus à l'aise dans un endroit avec, tu sais, des installations adaptées, des installations adéquates? Quand elle parlait de maisons de retraite et d'autres établissements de soins, elle faisait référence aux endroits où étaient hébergés les parents âgés difficiles. Inutile de demander quel genre d'établissement. Je le savais déjà. Eh bien, il y a cette jolie résidence avec service d'aide à la personne sur Maple Street. Les tarifs sont très raisonnables. Ils ont des infirmières et organisent des activités pour les résidents. Tu apprécierais peut-être davantage que d'être enfermé ici avec tout notre chaos. Cette proposition m'a frappé de plein fouet. Son refus de m'aider pendant ma crise de santé cachait autre chose. En me suggérant cela, elle essayait de me pousser à quitter leur vie pour de bon. Je comprends.
ai-je répondu en rassemblant mon courage. Ria a poursuivi. C'est vraiment pour ton bien. Alors qu'elle se faisait à l'idée. En d'autres termes, tu n'aurais plus à te soucier des courses, du ménage ou de toutes ces tâches ménagères, et nous pourrions te rendre visite quand notre emploi du temps le permettrait. Ce qui, vu leur comportement au cours des 2 dernières semaines, ne serait jamais le cas. Je vais te laisser, ai-je fini par dire. Della, prends le temps de réfléchir à ce que je t'ai dit. Parfois, un changement de décor est exactement ce dont on a besoin. Assise dans mon appartement paisible, je sentis une partie de moi s'effondrer à la fin de l'appel. L'espoir qui s'était évanoui à un coin de rue avec 8 pièces de monnaie froissées quelques semaines auparavant n'en faisait pas partie. L'idée que le sang ait une quelconque importance pour ces personnes était la dernière chose qui avait péri. Ce n'était pas seulement qu'ils refusaient catégoriquement de m'aider quand j'en avais le plus besoin, il était clair qu'ils avaient l'intention de m'éloigner définitivement de leur cercle. Alors que je détaillais encore mes symptômes, Ria avait déjà commencé à chercher des maisons de retraite. Au lieu de cela, je me suis mise à chercher sur mon ordinateur portable des cabinets d'avocats, des notaires spécialisés dans la succession et des conseillers financiers spécialisés dans les gains de loterie. Si mes proches avaient l'intention de me considérer comme un poids, je m'assurerai qu'ils n'aient jamais l'occasion de le faire. Tôt le lendemain, j'ai contacté mon avocat. Je lui ai dit « Je veux changer mon testament ». Et il a compris et je veux créer des fiducies. Plus précisément, je veux m'assurer que si quelque chose m'arrive, certaines personnes ne puissent pas prétendre qu'elles prenaient soin de moi par amour. Vous vous protégez contre les allégations d'influence indue, a-t-il souligné. C'est judicieux. Surtout compte tenu de ce que vous m'avez dit au sujet de leur comportement récent. Il y a autre chose, ai-je ajouté. Je veux les tester une dernière fois. Mais je veux que cela soit documenté. Quel genre de test? Ai-je demandé en lui expliquant les symptômes thoraciques, leur réaction et la recommandation de Raya de me placer dans une résidence médicalisée. Je veux voir jusqu'où ils sont prêts à aller. Lui ai-je répondu. Il resta silencieux pendant un long moment. Je veux savoir exactement qui sont ces gens avant de décider quoi faire du reste de ma vie. Madame Rivers, êtes-vous sûre de vouloir vous imposer cela? Vous savez déjà qu'ils ne vous traitent pas bien. Je sais qu'ils ne me respectent pas, répondis-je. J'ai réfléchi aux 62 millions de dollars, aux 37 années passées à soigner mon fils, à un fils qui me qualifiait d'inquiète et de dépendante, chaque fois que j'avais peur et que je souffrais. Et je me suis demandé s'il restait encore un peu d'amour ou d'attention pour moi. Si ce n'est pas le cas, j'ai besoin de le savoir. Au cours de la semaine suivante, j'ai progressivement testé leurs réponses par de petits moyens. Je les ai contactés parce que je souffrais de vertige, de problèmes liés à mes médicaments, de confusion et de peur. Les réactions étaient toujours les mêmes. Agacement, conseil de me débrouiller seule et orientation vers des services pour personnes âgées abordables. Ils ne m'ont jamais invité à passer les voir. Au lieu de me conseiller d'aller aux urgences ou dans une clinique sans rendez-vous, ils ne m'ont jamais suggéré de consulter leur médecin de famille. À aucun moment ils n'ont montré le moindre signe d'intérêt pour moi en tant qu'individu. Le vendredi, j'ai reçu une réponse. Ils ne m'aimaient pas. Ils me toléraient à peine. Et ils essayaient délibérément de m'écarter dès que je devenais gênante, dès que j'avais besoin de leur aide, plutôt que l'inverse. La vérité aurait dû m'anéantir. Au contraire, cela m'a libérée, car je comprenais clairement la situation et pouvais élaborer une stratégie appropriée. 3 semaines plus tard, Ria m'a invité à dîner, avec son habituel mélange de fausse amitié et de désir caché. Nous organisons une petite réunion de famille dimanche soir, m'a-t-elle dit au téléphone. Rien d'extraordinaire, juste nous et les enfants. Brent a pensé que ce serait sympa de vous inviter. Brent a pensé, pas nous, pas moi. Après m'avoir traité comme une parente malade pendant des semaines, la conscience de Brent a dû finir par le rattraper, car c'est ce qu'il a pensé. Ma question était, c'est pour quelle occasion? Oh, vous savez, juste pour passer du temps en famille. Nous avons réalisé que cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas tous réunis.
Cela faisait exactement 26 jours qu'il m'avait laissé à ce coin de rue, et 26 jours que Raya m'avait recommandé une maison de retraite pour soulager mes problèmes cardiaques. Cependant, il semblait que nous devions tous faire comme si rien ne s'était passé. Dois-je apporter quelque chose? Demandai-je. Bien sûr de la réponse. Ils avaient joint à leur invitation une liste de courses et des instructions précises. En fait, si tu pouvais faire cette salade de pommes de terre que les enfants aiment tant, ce serait génial. Et tu pourrais peut-être acheter des petits pains, les bons, ceux de la boulangerie Romano, pas ceux du supermarché. Bien sûr, je pouvais manger à leur table si j'apportais mon propre repas et payais pour ce privilège. À quelle heure dois-je arriver? Au fait, Della, tu pourrais mettre la robe bleue que tu portais à Pâques. Elle te va à ravir. C'était cette robe, celle qui avait 3 ans et commençait à se déchirer, qui semblait être ma plus belle tenue à leurs yeux. D'accord, debout sous leur porche un dimanche soir. J'écoutais les rires et les conversations qui provenaient de l'intérieur, tout en portant un plat couvert de salade de pommes de terre et un sac de petits pains coûteux. Brent et Raya se détendaient sur leur canapé en cuir, un verre de vin à la main, tandis que je regardais mes petits-enfants, Jake et Emma, jouer dehors. Le cadre était idyllique, accueillant, exactement comme les repas en famille dont j'avais rêvé depuis si longtemps. Cela semblait trop beau pour être vrai, et j'aurais dû m'en douter. Raya, dont le sourire était à la fois éclatant et faux, ouvrit la porte vêtue d'une longue chemise en soie qui coûtait probablement plus cher que mon budget mensuel pour les courses. Della, je suis ravie que tu aies pu venir. Entrez. Entrez, je vous en prie. Des bougies coûteuses scintillaient partout, emplissant l'air d'une odeur de viande rôtie et d'ail. Chaque détail avait été soigneusement pensé, du bouquet de fleurs sur la table aux coussins décoratifs éparpillés sur le canapé. C'était la maison idéale que j'avais imaginée pour Brent quand il était petit. À l'époque où je cumulais 2 emplois pour nourrir ma famille et économiser pour lui acheter de nouveaux vêtements pour l'école. Emma, une fillette de 8 ans aux yeux sombres comme Brent, s'est précipitée vers moi et m'a enlacé les jambes en s'écriant « Grand-mère ». Je lui ai répondu « Bonjour, ma chérie », en embrassant le sommet de sa tête. Et les enfants semblaient toujours très heureux de me voir. « Comment ça va à l'école ?» leur ai-je demandé. « Bien, j'ai eu un A à mon projet de science. Tu veux voir ?» Mes mots furent coupés par Raya qui fit irruption et poussa Emma dans la cuisine. Je vis le désordre que Rhea avait mis dans la cuisine et lui dis « Pourquoi tu n'aides pas grand-mère à ranger la nourriture? Ma chérie, le dîner est presque prêt. » Tout en rassemblant ma salade de pommes de terre et mes petits pains, je me mis au travail. Le rôti doré à point et les accompagnements soigneusement présentés dans des assiettes assorties donnaient l'impression d'un repas coûteux et préparé par un chef. Lorsque je fis remarquer « Tout cela a l'air délicieux », j'étais sincère. « Merci », elle se vanta. « J'ai cuisiné toute la journée, comme si elle venait de terminer un marathon. » Cependant, je voyais que certains récipients avaient encore leur étiquette de prix, ce qui semblait indiquer qu'une partie du dîner avait été commandée. Debout, un verre à la main, Brent m'a prise dans une étreinte inconfortable qui semblait plus être un devoir qu'une preuve d'amour. « Salut, maman. Contente de te voir. » « Moi aussi. Je suis contente de te voir. » Je cherchais dans son visage un signe de véritable amitié, une preuve que je lui avais manqué ces dernières semaines. Mais son sourire était aussi aimable que celui qu'il aurait adressé à un voisin ou à un collègue. Puis il m'a demandé « Comment vas-tu ?» d'un ton désinvolte, comme s'il s'agissait d'une question sur la météo. Il a ajouté « Tu as encore eu des douleurs dans la poitrine », ce qui m'a donné l'impression qu'il s'inquiétait. « Je vais bien. » Ai-je répondu. « Bien. Tant mieux. » C'est ce que je pensais. « Tu es forte. » Cela avait refait surface. Pour leur tranquillité d'esprit et leur insouciance, j'étais sévère quand il le fallait. Le repas commença bien. Les enfants discutaient de leurs copains et de l'école. Ria racontait des potins sur leurs voisins,
tandis que Brent parlait avec enthousiasme d'une promotion qu'il espérait obtenir au travail. Pendant un moment, je me suis laissé bercer par l'illusion que c'était là mon rêve de toujours. Un repas familial typique à la maison, au milieu du dîner. L'illusion s'est effondrée. Brent a répondu à sa mère. Alors, maman, tout en découpant habilement son rôti de porc. Son ton neutre m'a donné la nausée lorsqu'il a déclaré. Ria et moi avons discuté, et nous pensons qu'il est peut-être temps pour toi d'envisager de changer ton mode de vie. Ria s'est approchée, le visage trahissant son inquiétude sincère, alors qu'elle s'apprêtait à annoncer quelque chose d'horrible. Mais elle a fait semblant que c'était pour mon bien. Quel genre de changement? A-t-elle demandé. Nous sommes inquiets pour toi qui vis seule. Nous a-t-elle informé? Surtout après tes problèmes de santé? Et si quelque chose de grave arrivait et qu'il n'y avait personne pour vous aider? J'ai des voisins. Ai-je fait remarquer? Et je peux toujours appeler le 911. Mais ce n'est pas vraiment une solution à long terme. N'est-ce pas? A rétorqué Brent. Je veux dire, vous avez 65 ans maintenant. Les choses ne vont faire qu'empirer. Mon âge, ma santé et toute mon existence étaient passées du statut de aspects normaux de la vie quotidienne à des problèmes à contrôler. J'ai demandé, que suggérez-vous? Même si je commençais à avoir une petite idée de la réponse. C'était comme si Raya avait attendu cette occasion. Elle semblait rayonnante. Il y a cet endroit merveilleux qui s'appelle Sunset Manor. C'est une résidence-service très bien notée. Il propose des activités, du personnel médical sur place, des repas. Cela vous enlèverait un poids énorme, à vous comme à nous, a déclaré Brent avec une franchise sans concession. Nous nous inquiétons tout le temps pour toi. Maman, nous nous demandons si tu manges correctement, si tu prends tes médicaments, si tu es en sécurité. Ce serait un tel soulagement de savoir que tu es dans un endroit où tu reçois des soins professionnels, des soins médicaux. Pour ne pas se sentir coupable de m'abandonner, ils ont envisagé de me placer dans une institution. Avez-vous regardé cet endroit? Ai-je demandé? Oh oui, a répondu Raya avec enthousiasme. Eh bien, cela rentre dans ton budget de sécurité sociale. Si tu fais attention à tes dépenses. Ils avaient estimé précisément le coût de mon garde-meuble et trouvé que c'était acceptable. Je suis passé devant en voiture la semaine dernière. Très beau terrain. Personnel sympathique. Et ce n'est pas trop cher. Ils étaient vraiment attentionnés. Le mieux, dit Raya, c'est que ce n'est qu'à 20 minutes. On pourrait venir te voir régulièrement. À quelle fréquence? Demandai-je. Brent et Raya échangèrent un regard. Eh bien, tu sais, avec nos emplois du temps, probablement une fois par mois, peut-être plus pendant les vacances, des visites tous les mois. On m'offrait des visites mensuelles après avoir passé toute ma vie à prendre soin de Brent, à être là pour chaque genou écorché et chaque cœur brisé, et à renoncer à mes propres aspirations pour qu'il puisse réaliser les siennes. Et les enfants, ai-je voulu savoir, après s'être regardé longuement, l'air inquiet. Quand verrai-je Emma et Jake? Le problème, a répondu Raya, c'est que nous pensons qu'il vaudrait mieux que leur visite soit supervisée. Tu sais comment tu es parfois quand tu es stressé ou bouleversé. Nous ne voulons pas que les enfants te voient comme ça. Des visites supervisées. La façon dont il me décrivait donnait l'impression que mon amour pour mes petits-enfants était toxique et constituait une menace pour eux. Je murmurai. Comment puis-je y aller? Oh, tu sais bien, répondit Raya en faisant un geste vague. Grand-mère est souvent bouleversée ou anxieuse, et les enfants ne savent pas pourquoi. Elle est émotive et exigeante. Pourquoi? Parce qu'ils complotaient pour se débarrasser de moi alors que je pleurais la mort de mes proches. À mon avis, c'est vraiment la meilleure solution pour toutes les parties concernées, a déclaré Brent avec une conviction totale. J'ai jeté un coup d'œil autour de la table à ces personnes qui étaient censées m'aimer. Mon fils, par exemple, qui discutait calmement de mon départ comme si j'étais un problème à résoudre. Et j'ai pensé, vous bénéficiez de soins professionnels et d'activités sociales. Nous avons la tranquillité d'esprit et les enfants peuvent vous voir quand vous êtes au mieux de votre forme. Ma belle fille, ravie à l'idée d'être enfin libérée de moi.
rayonnaient d'enthousiasme. Mes petits-enfants, qui ne comprenaient rien à ce qui se passait, mais qui étaient assez grands pour comprendre que grand-mère était quelqu'un qu'il fallait contrôler et restreindre. Je vais y réfléchir. Ai-je dit? Bien sûr, a répondu Raya avec enthousiasme. Prenez votre temps. Au fait, saviez-vous qu'il y a une liste d'attente? Si vous êtes intéressé, nous devrions probablement vous inscrire rapidement. Ils s'étaient déjà renseignés sur les listes d'attente. Ils avaient passé des semaines, voire des mois, à planifier tout cela. Et aujourd'hui n'était que l'annonce officielle de leur décision. Je demandais poliment à aller aux toilettes, car j'avais besoin de faire une pause loin de leurs expressions enthousiastes et de leurs justifications bien argumentées pour m'éloigner de leur vie. Je vis dans le miroir de la salle de bain la tenue bleue que Ria m'avait demandée, le maquillage soigné que j'avais fait pour être présentable, et le sourire optimiste qui illuminait mon visage lorsque j'étais entrée dans cette maison. Je ressemblais à la vieille dame solitaire que j'étais. Quelqu'un qui s'efforçait désespérément de gagner l'affection de ceux qui la considéraient comme un fardeau. Je n'étais plus simplement une vieille dame isolée, avec 62 millions de dollars et rien à perdre. J'étais une vieille dame vivant seule. Je suis revenue dans la salle à manger et j'ai trouvé tout le monde qui me regardait, comme s'ils attendaient que je fasse une révélation dans les toilettes et que j'exprime ma gratitude pour leur rôle dans la résolution de ma crise existentielle. J'ai pris ma décision, et je dis en retournant m'asseoir à table. Oh, merveilleux! S'est exclamé Raya en applaudissant avec enthousiasme. C'était mon fils qui ne m'avait jamais demandé si je me sentais seule. Ma belle-fille qui avait calculé le coût de ma disparition et mes petits-enfants, à qui on apprenait que l'amour avait des conditions et une date d'expiration. Je les ai regardées tour à tour, tandis qu'elle disait « Je pense que tu vas adorer cet endroit. Je t'appelle demain pour t'inscrire sur la liste. »« Non », ai-je répondu doucement. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je ne pense pas que j'aurais besoin d'une maison de retraite après tout. Pensez-moi. Avant que le rire tendu de Raya ne brise le silence, celui-ci s'attarda longuement. Elle demanda, un sourire crispé aux lèvres. « Comment ça? Tu n'en auras pas besoin. Della, nous t'avons expliqué pourquoi c'était la meilleure solution pour tout le monde. » Je posai délicatement ma serviette à côté de mon assiette, après l'avoir pliée. Brent s'avança, le front plissé, et dit « Je veux dire que j'ai pris d'autres dispositions. » « Quel genre de dispositions? Maman, tu ne peux pas simplement ignorer la réalité parce qu'elle ne te plaît pas. La vérité, je pris la parole. En fait, en sortant un billet de loterie de mon sac à main, je pense qu'il est temps que nous affrontions tous la réalité. L'ironie ne m'échappa pas, pas l'original, qui était conservé en lieu sûr par mon avocat, mais une photocopie que j'avais spécialement commandée pour cette occasion. Je la posai sur la table parmi les plats coûteux et observais leur visage s'illuminer à la lecture des chiffres. « Qu'est-ce que c'est que ça? » demanda Ria d'une voix à peine audible. « C'est un billet de loterie, » répondis-je d'un ton posé. « De la nuit où tu m'as laissé sur Elm Street avec 8 dollars. » Brent prit le papier et parcourut les chiffres du regard. « Maman, qu'est-ce que tu essayes de prouver? Tu as acheté un billet de loterie? Et alors? Vérifie les numéros gagnants d'il y a 3 semaines. » Dis-je. Ils sont sur ton téléphone. Je vis Brent sortir son téléphone et naviguer sur l'écran avec ses doigts. Je vis son visage pâlir lorsqu'il compara les numéros avec ceux du papier qu'il tenait dans ses mains. Au moment précis où il identifia les numéros gagnants, il commença à dire « C'est… » Mais il s'interrompit, les yeux remplis d'une horreur que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. 62 millions, confirmai-je. Le jackpot dont tu as entendu parler aux informations il y a 3 semaines, c'était moi. D'un geste rapide, Ria arracha le papier des mains de Brent, son regard passant des chiffres imprimés à l'écran du téléphone de Brent. Le verre de vin portait les traces de son rouge à lèvres bien placé, et pour la première fois depuis que nous étions ensemble, elle était visiblement bouleversée. Elle dit « Tu as gagné à la loterie. » Oui, les enfants se turent dès qu'ils sentirent le changement d'atmosphère.
tandis qu'elle essayait de comprendre pourquoi tout le monde était soudainement si grave. Emma jetait des regards furtifs entre les adultes. Lorsque Brent demanda « Pourquoi tu ne nous as rien dit ?» Sa voix avait déjà commencé à se briser. Ayant reculé ma chaise, j'observais les expressions sur les visages de tous les convives. Je voulais voir comment vous me traiteriez si vous pensiez que je n'avais rien à vous offrir. La véracité de cette affirmation flottait dans l'atmosphère comme une brume. Brent fit un geste que je reconnaissais depuis son enfance, lorsqu'il était pris en flagrant délit de mensonge. Il passa ses doigts dans ses cheveux, tandis que les lèvres de Raya bougeaient sans émettre un son. Brent commença à dire « Maman, ce n'est pas... Nous n'avons pas... » Mais il s'interrompit. Je murmurai doucement « Vous n'avez pas quoi ?» Rhea murmura « Nous étions inquiets pour toi. » Sa voix trahissant son assurance habituelle. « Vous n'essayez pas de vous débarrasser de moi. Vous n'étiez pas en train de calculer le coût de mon placement dans une institution. Vous n'aviez pas l'intention de limiter mon accès à mes propres petits-enfants. C'était le cas, parce que de mon point de vue, on aurait dit que vous étiez en train de résoudre un problème. Un vieux problème encombrant et gênant qui ruinait ta vie parfaite. Ai-je dit en sortant à nouveau un dossier de mon sac à main. J'ai passé les 3 dernières semaines à documenter nos interactions. Chaque appel téléphonique, chaque SMS, chaque conversation sur mon avenir qui ne m'incluait pas dans le processus décisionnel. Brent était maintenant complètement blanc. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que je sais exactement qui vous êtes. Tous les deux. Je sais que lorsque je t'appelais effrayée et en souffrance, tu me disais que j'exagérais. Je sais que lorsque j'avais besoin d'aide, tu me suggérais de payer pour des soins professionnels. D'une voix plus aiguë et plus tendue que d'habitude, Ria trouva la force de dire « Je sais que lorsque tu m'as invité ici ce soir, ce n'était pas parce que je t'avais manqué, c'était parce que vous vouliez me présenter votre solution finale au problème de mon existence. Ce n'est pas juste. Della, tu déformes tout. Nous t'aimons vraiment, ai-je rétorqué. J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti des copies imprimées de messages textes, parce que j'ai essayé de comprendre ce qu'est l'amour dans cette famille, et j'ai du mal à l'identifier. Voici toi, Raya, me disant d'arrêter de dramatiser le fait d'avoir été abandonnée au coin d'une rue. Voici toi me suggérant d'apprendre à mieux gérer mon anxiété lorsque j'avais des douleurs thoraciques. Et d'ici, j'ai sorti une autre page. C'est toi qui faisais des recherches sur les maisons de retraite et qui calculais les coûts pendant que je t'expliquais mes symptômes. Ses joues rougirent. Je regardai Brent et dis « J'essayais d'aider. » Il répondit « Ada qui ?» Je le corrigeai parce que ce n'était pas moi. Et toi, quand j'ai appelé de l'hôpital, tu étais agacé que j'interrompe ta journée? Maman, s'il te plaît, supplia Brent, ressemblant momentanément à l'enfant qui se cachait sous mon lit pendant les orages. Quand je t'ai demandé si je pouvais rester avec toi pendant ma convalescence, tu m'as traité d'anxieux et de dépendant. Quand j'avais besoin de mon fils, tu m'as donné des excuses. On peut arranger ça. On peut faire mieux. Vraiment. Parce que ça fait des semaines que je te donne des chances de faire mieux. Je pris mon téléphone et leur montrai l'écran, ajoutant « Et à chaque fois, tu as choisi de me voir comme un fardeau plutôt que comme ta mère. » Un silence inquiétant s'installa après les mots. « C'est le numéro de mon avocat. Je l'ai appelé hier et j'ai apporté quelques modifications à mon testament. » Ria a demandé d'une voix à peine audible. « Quel genre de modification? » Eh bien, à l'origine, j'avais prévu de tout laisser à Brent et aux enfants. Un fonds fiduciaire pour les études d'Emma et Jake, la maison, tout ce qui resterait de mes économies. Je les observais un instant. Mais ensuite, j'ai repensé à ce que vous avez dit ce soir, que j'avais besoin de soins professionnels, que j'étais trop émotive et dépendante pour laisser mes petits-enfants sans surveillance. Nous ne voulions pas dire, commença Brent. Vous pensiez chaque mot, l'interrompis-je. Et je vous crois. Je pris à nouveau un document juridique dans le dossier et dis « J'ai donc pris des dispositions qui reflètent votre évaluation honnête de ma personnalité et de mes capacités. Voici une copie de mon Nouveau Testament. »
Les enfants recevront un fonds fiduciaire modeste pour leurs études, suffisant pour payer leurs études universitaires, mais pas assez pour faire d'eux des cibles. Le reste ira à diverses associations caritatives qui viennent en aide aux personnes âgées abandonnées par leur famille. Ria poussa un bruit qui ressemblait à un mélange de halètement et de sanglots. Et puis il y a ceci, poursuivis-je en sortant un autre document. Un compte-rendu détaillé de chaque dollar que j'ai dépensé pour subvenir aux besoins de cette famille au fil des ans. Chaque paiement hypothécaire que j'ai aidé à effectuer, chaque vacance que j'ai financée, chaque fois que j'ai acheté des vêtements pour l'école ou payé des activités ou couvert vos urgences, avec les intérêts calculés au taux actuel du marché. Les mains de Brent tremblaient lorsqu'il ouvrit le document. Maman, ça dit. Ça dit qu'on te doit plus de 200 000 dollars. C'est exact. 27 ans de soutien financier, documenté et calculé. Je ne te demande pas de me rembourser. Considérez cela comme mon dernier cadeau. Mais je voulais que vous voyiez exactement combien votre mère, si anxieuse et dans le besoin, a contribué à la vie que vous êtes si désireux de protéger de son influence. Le silence régnait dans la pièce. Dans le couloir, j'entendais le tic-tac de l'horloge comique. Emma tira sur la manche de sa mère, tout simplement parce que tout le monde sanglotait. Maman, pourquoi tout le monde pleure? Tandis que Brent fixait les chiffres sur le papier, des traînées de maquillage impeccables coulaient sur les joues de Raya. Je ne veux pas te faire de mal, dis-je doucement. Je fais cela parce que vous m'avez clairement fait comprendre que vous ne voulez pas de moi dans votre vie, sauf si je vous suis utile. Et j'en ai marre de servir des gens qui ne se soucient pas de moi, répondit-elle. Nous t'aimons, dit Brent avec insistance. Maman, c'est vrai. Nous avons fait des erreurs. Vous avez fait des choix, ai-je corrigé, encore et encore. Vous avez choisi de me voir comme un problème à gérer plutôt que comme une personne à aimer. Ce soir, ce n'était que la conclusion d'une décision que vous avez prise il y a des semaines. Je me suis levée, ma chaise raclant le parquet. Ma mère acquiesça. Je veux que vous sachiez que je ne vous déteste pas, ni l'un ni l'autre, mais je ne vous fais pas confiance. Et je ne peux pas construire une relation avec des gens qui ne m'apprécient que lorsque j'ai quelque chose qu'ils veulent. Où vas-tu? Demanda Raya, la voix pleine de peur. Je rassemblai mes affaires et répondis. Chez moi, dans mon appartement. Celui que vous trouvez trop dangereux pour que j'y vive seul. Je ne serai pas au Sunset Manor, donc inutile de venir me rendre visite. Maman, attends. Brent bondit de sa chaise si brusquement qu'elle se renversa. Pendant une longue minute, je le fixais. Cet homme que j'avais élevé, pour lequel j'avais tout sacrifié et que j'avais aimé sans condition pendant 37 ans. Puis je dis, s'il te plaît, on peut en discuter. On peut trouver une solution. Vraiment, parce que ça fait des mois que j'essaye de trouver une solution. Et chaque conversation se termine par toi qui me dis ce qui ne va pas chez moi et comment je dois changer pour m'adapter à ta vie. Ce n'est pas ce que nous voulions dire. C'est exactement ce que vous vouliez dire. Et vous savez quoi? Vous avez raison. Je dois changer. Je dois arrêter de quémander l'amour de personnes qui ont déjà décidé que je n'en valais pas la peine. Je me dirigeais vers la porte, attentif à leurs pas. Dans l'entrée, je fis un dernier demi-tour parmi les portraits de famille qui avaient toujours inclus tout le monde, sauf moi. L'argent change tout pour moi, me dis-je. J'ouvris la porte d'entrée et sortis dans l'air vif du soir, confiant dans ma décision. Mais ça ne change rien à qui tu es. Ce soir, tu m'as montré exactement quel genre de personne vous êtes devenue, et je vous crois. Je pouvais distinguer la voix aiguë et pressante de Raya derrière moi. Je gardai la tête baissée et dis « Della, s'il te plaît, on peut recommencer. On peut être meilleur. » Je n'avais jamais eu l'intention de reconstruire certains ponts qui avaient brûlé. Je ressentais un calme que je n'avais pas connu depuis longtemps, en rentrant chez moi dans les rues que je connaissais si bien. Pas encore de la joie, mais de la tranquillité, celle qui résulte de l'abandon d'une bataille impossible. Avant même d'arriver à mon appartement, mon téléphone a commencé à sonner, et les noms de Brent, Raya, puis Brent à nouveau ont clignoté sur l'écran.
J'ai terminé mon trajet dans une paix bienheureuse après avoir éteint mon téléphone. Demain, d'autres efforts frénétiques pour inverser 37 ans de traitement de seconde zone se poursuivront sous forme d'appels téléphoniques. Leurs attentes, leur jugement et leur cruauté, désinvoltes déguisés en compassion, ont tous été levés aujourd'hui. Avec une autonomie totale, je pouvais voir comment ma vie pourrait se dérouler à l'avenir. Après avoir emménagé dans ma nouvelle maison, j'ai attendu 5 mois avant de pouvoir me tenir dans le jardin et regarder l'aube teintée, les montagnes d'une couleur rose dorée. 3 chambres, 2 salles de bain et une véranda qui faisait le tour de la maison et donnait sur 20 acres de nature sauvage du Colorado. Voilà ma maison. Elle était petite pour une maison achetée grâce à un gain à la loterie. Mais tout m'appartenait. Je l'avais choisie parce que j'aimais la façon dont la lumière du matin pénétrait dans ma cuisine par les fenêtres. L'époque où je recevais des appels tous les 3 mois était révolue. Ria m'envoyait de longs SMS, alternant accusations et excuses. Et Brent m'appelait 2 fois par jour. Au début, ils étaient tous les deux vraiment désespérés. Les remords, la rage, les promesses de changement et les menaces de rompre toute communication avaient été épuisées. J'étais sur le point de rire de cette dernière menace. En janvier, Brent m'avait passé son dernier coup de fil. « Maman, s'il te plaît. » Sa voix était sauvage et fatiguée. « Je sais que nous avons tout gâché. Je sais que nous t'avons fait du mal. Mais nous sommes une famille. Cela doit compter pour quelque chose. Cela compte pour quelque chose. » Ai-je répondu. Cela a compté pendant 37 ans. Mais la famille est censée être une voie à double sens. Et tu l'as transformée en une voie à sens unique. Je ne sais pas comment réparer cela. Sa voix trahissait son échec, brisant presque ma détermination. J'y étais presque. Tu ne peux pas arranger ça, Brent. Tu peux seulement en tirer des leçons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois trouver comment être un meilleur mari pour Raya, un meilleur père pour Emma et Jake, et un meilleur fils pour la famille que tu choisiras de fonder à l'avenir. Mais ça ne m'inclut plus. Ce jour-là, j'ai jeté un coup d'œil autour de moi, au carton préparé pour mon déménagement dans le Colorado, à la vie que j'étais enfin en train de me construire. Et je me suis dit, tu ne reviendras vraiment jamais. J'ai ressenti la réalité de cette affirmation dans tout mon être, en coupant les roses que j'avais plantées le long de la clôture devant la maison. Il n'y a rien qui te retienne ici. Tu t'en es assuré. J'avais beaucoup à accomplir, mais je ne pouvais plus faire demi-tour. Margaret, qui habite dans le jardin voisin, m'a fait signe. C'était une ancienne enseignante de 73 ans, dont le mari était décédé 5 ans auparavant. Nous sommes devenus amis grâce à notre amour commun pour le café le matin et les promenades nocturnes, qui m'apportaient une compagnie décontractée dont je ne soupçonnais pas avoir besoin. C'était une belle matinée, m'a-t-elle dit. Au bout d'un moment, j'ai décidé que c'était le moment idéal pour aller au marché fermier et j'ai rappelé mes amis. Ils sont arrivés à l'heure. Se sont souvenus de tous les détails importants et ont fait preuve de respect envers mes émotions et mon emploi du temps. Vous venez toujours avec moi, leur ai-je demandé. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Donnez-moi 10 minutes. Margaret n'avait jamais fait la moindre remarque sur mon émotivité ou mon besoin d'attention. Le mois dernier, lorsque j'étais malade à cause d'une intoxication alimentaire, elle est restée à la maison avec moi pour regarder de vieux films et m'a apporté de la soupe pour que je ne me sente pas gênée. Le marché fermier était très animé ce samedi matin. Au cours des derniers mois, j'étais devenue une habituée, achetant du pain artisanal et des légumes frais auprès de vendeurs qui me connaissaient bien et connaissaient mon jardin. Même si ce n'était qu'un petit geste, le fait d'être reconnu et dont on se souvenait me semblait être une avancée après des années passées à être ignorée par ma propre famille. Stella m'indiqua où se trouvait l'étal d'herbes aromatiques. Alors que je payais mes achats, mon téléphone sonna et j'aperçus un SMS provenant d'un numéro inconnu. Je t'ai gardé un peu de ce basilic que tu aimes tant. Involontairement, mon estomac se noua. Même après 6 mois, les communications inattendues réveillaient toujours la même vieille peur.
Mais ce n'était pas Brent ou Raya qui m'avaient envoyé ce message. C'était Emma, ma petite fille. Pendant une longue minute, le cœur serré par des sentiments contradictoires, je fixais l'écran. Salut, grand-mère. Maman m'a donné ton numéro. Tu me manques. Je peux t'appeler un de ces jours. Quand Emma aura 9 ans, elle sera en âge de se demander pourquoi sa grand-mère a disparu de leur vie et, peut-être, de me regretter. Avec beaucoup de soin, je rétapai mon message. Tu me manques aussi, mon amour. N'hésite pas à me contacter quand tu veux. La réponse est arrivée instantanément. En parcourant le marché, j'ai aperçu Margaret qui comparait des tomates à l'étal voisin. C'était juste un samedi matin comme les autres, que je m'étais créé. Je peux appeler maintenant. Ai-je demandé? Il ne me restait plus qu'à trouver un endroit tranquille pour appeler Emma, grand-mère. Sa voix délicate et hésitante m'a touchée. Les mots d'un enfant. Bonjour, ma petite fille. Comment vas-tu? Suivi dit. Je vais bien. Maman a dit que tu avais déménagé loin parce que tu étais triste. Pendant les 20 minutes qui suivirent, Emma me raconta sa vie, notamment sa nouvelle maîtresse, l'anniversaire de sa meilleure amie et le livre qu'elle était en train de lire. C'est ça. Comment ça va à l'école? Comment va ton frère? Des choses simples et innocentes qui me ravissaient et m'attristaient à la fois quand j'avais 9 ans. Grand-mère, tu es heureuse là où tu vis maintenant? Demanda-t-elle à la fin de notre conversation, me prenant au dépourvu. Oui. Ma chérie, je suis heureuse. Très bien. Maman pleure parfois et dit qu'elle s'ennuie beaucoup de toi. Je fermais les yeux, accablé par le poids des décisions prises et de leurs conséquences. Ta maman me manque aussi. Mais parfois, les adultes prennent des décisions qui font du mal aux gens, et ces blessures mettent longtemps à guérir. Tu reviendras un jour. La question que je redoutais, je ne pense pas. Emma. Mais cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Cela signifie simplement que parfois, l'amour ne suffit pas à tout réparer. Je suis restée dans ma voiture après avoir raccroché, regardant les familles se promener dans le marché. Une partie de moi aurait voulu pouvoir monter dans ma voiture et retourner dans cette maison, où je pourrais ouvrir la porte et oublier les 6 derniers mois. Être le genre de grand-mère qui cuisine des biscuits et montre son amour sans attendre quoi que ce soit en retour. Mais cela m'avait presque détruite après 37 ans d'efforts. Je suis donc montée dans ma voiture et suis retournée à la tranquillité de ma maison, de mon jardin et de ma nouvelle vie. J'ai contacté un avocat et créé un modeste fonds pour Emma et Jake. Cela ne suffisait pas pour les combler de biens matériels, mais cela leur donnait l'assurance que leur grand-mère les aimait, même si elle ne pouvait pas être physiquement présente. Margaret m'a apporté une bouteille de vin ce soir-là. Pendant que je lisais un livre et buvais du thé sur mon balcon, tu as l'air d'avoir besoin de compagnie, m'a-t-elle fait remarquer. Je lui ai raconté l'appel d'Emma, lui parlant de la tristesse, de l'amour et de la culpabilité difficiles à vivre lorsqu'on laisse des êtres chers derrière soi. Un véritable ami. Margaret m'a écouté sans porter de jugement. C'est après que j'ai eu fini de parler qu'elle m'a demandé « Est-ce que tu le regrettes parfois ?» J'ai longuement réfléchi à cette question. C'était une question essentielle, et je le regrette. Mon cœur se brise pour mon fils et sa femme, car ils ont fait passer leur ego avant notre lien familial. Je souffre à l'idée que mes petits-enfants ne sauront jamais pourquoi leur grand-mère est partie. Mais regrettez-vous d'être partie? En contemplant mon jardin, j'ai ressenti la fierté que j'éprouvais pour la vie que je m'étais construite. J'ai ressenti une sérénité qui s'était installée en moi au cours des derniers mois, tandis que je regardais le soleil se coucher, peignant le ciel de teintes incroyables. J'ai finalement répondu « Non, je ne regrette pas d'avoir choisi de vivre ma vie. Je n'ai reçu mon diplôme que l'année suivante. » Emma avait obtenu son diplôme avec mention à la fin de sa 4e année. La petite fille avait écrit en calligraphie « J'espère que tu es toujours heureuse. Grand-mère, je t'aime. » Ornée d'images de mon jardin et de mes nouvelles connaissances. La carte est accrochée sur mon réfrigérateur avec d'autres souvenirs de ma vie passée. Invitation au dîner d'anniversaire de Margaret. Rappel des réunions de mon club de lecture, etc. Je ne lui avais pas offert de cadeau.
au lieu de l'appeler pour la féliciter. J'ai versé 1 000 $ supplémentaires sur son compte en fiducie et j'ai informé mon avocat que cette somme était destinée à couvrir les cadeaux de fin d'études qu'elle méritait pour ses résultats au lycée. D'après mon expérience, l'amour ne se résume pas toujours à être présent. La capacité d'aimer une personne au point de la laisser partir apparaît parfois. Il semblait nécessaire d'ériger des murs pour éloigner les personnes qui ne vous appréciaient pas, même s'il s'agissait de vos proches. 2 ans après ce dîner fatidique, j'ai connu le bonheur véritable. Non pas celui, frénétique et possessif, qui découle de la quête d'un amour impossible, mais celui, calm et stable, qui vient de l'amour de soi. J'ai enseigné à d'autres femmes les limites émotionnelles et l'indépendance financière en tant que bénévole dans un centre pour personnes âgées de mon quartier, au lieu de partir à l'étranger. Je suis restée dans des chambres d'hôtes et j'ai visité des parcs nationaux, où j'ai pris des photos de fleurs sauvages. Lorsque j'étais en couple avec Robert, un homme généreux, il m'a toujours fait sentir que j'étais importante et appréciée. La distinction entre être seule et se sentir seule a été la chose la plus importante que j'ai apprise. Malgré le fait d'être entourée de parents, j'avais été très seule pendant 37 ans. À ce moment-là, j'étais complètement seule, heureuse et riche à tous les égards, les nuits calmes. Je me demandais parfois ce qui se serait passé si j'étais restée, si j'avais accepté leurs conditions et si je m'étais inscrite dans cette maison de retraite. Tant que je pouvais me convaincre que même un peu d'amour valait mieux que rien, je serais probablement restée là, reconnaissant pour les visites mensuelles et le temps limité que je passais avec mes petits-enfants. Mais j'avais pris une autre décision. J'avais choisi l'honneur plutôt que le désespoir, plutôt que de me sacrifier pour le bien commun. J'avais décidé que les personnes qui étaient censées m'aimer me devaient plus que leur patience. J'avais gagné 62 millions de dollars à la loterie. Cependant, j'ai appris quelque chose d'inestimable en quittant ceux qui ne m'appréciaient pas, que j'étais suffisante telle que j'étais, que les autres soient d'accord ou non. L'argent n'est pas toujours le plus beau legs que l'on puisse faire. Il peut s'agir d'un modèle d'autonomie, de défense de ses convictions, de refus de se contenter d'un traitement irrespectueux ou de quitter une situation déshonorante. J'avais espéré qu'Emma retiendrait ces leçons. L'amour sans respect n'est pas de l'amour. Et j'espérais qu'elle garderait à l'esprit que sa grand-mère avait eu le courage de partir, la force de recommencer à zéro et la sagesse de s'en rendre compte. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon au-dessus de ma vue sur les montagnes, projetant une palette d'optimisme et de potentiel dans le ciel, j'ai levé ma tasse de thé en guise de toast, en l'honneur de la femme que j'étais devenue, des décisions qui m'avaient menée ici et de la vie que j'avais apprise à aimer. Parfois, réparer les dégâts n'est pas une fin heureuse. Pour d'autres, la plus belle conclusion est celle qui aboutit à la liberté. Écoutez, mon récit a piqué ma curiosité. Si vous vous mettiez à ma place, que feriez-vous? Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Laissez un commentaire ci-dessous. J'ai également 2 autres histoires, parmi les préférées de ma chaîne, que je vous laisse découvrir sur le dernier écran. Elles vous surprendront à coup sûr. Je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'ici.